Je suis Martine Clément-Meurck, enseignante à l'UT de Dijon. Pendant plusieurs semaines, vous allez réfléchir aux spécificités de l'écriture numérique, à sa valeur ajoutée par rapport aux documents imprimés. Il ne fait plus de doute pour personne que l'écriture numérique facilite nos échanges, notre accès à l'information, à la culture, à l'éducation et a sérieusement bouleversé notre quotidien. Personnellement, je n'imagine plus maintenant communiquer avec mes proches sans mon smartphone ou par mail, sur mon blog ou sur mon compte Facebook. Et je me demande si professionnellement je pourrais survivre si pour faire mes cours, je n'avais recours qu'à un tableau noir, une craie ou un manuel scolaire vieux de 5 ans ou plus, comme au début de ma carrière. Sérieusement, je ne pense pas. Pour commencer, face à un public aux goûts et aux pratiques sophistiquées, l'interactivité, la diversité des supports, la pointe de l'actualité sont des musts. Et d'ailleurs, télécharger le tout dernier article sur un sujet d'actualité, rajouter une petite vidéo, illustrer une image bien choisie, sont devenus nécessaires pour captiver son auditoire. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas forcément l'auteur de ces supports de communication et que dans l'urgence, il est souvent tentant de les utiliser quand même. D'ailleurs, est-ce bien grave? Qui le saura? C'est un coup de chapeau à l'auteur, l'expression de notre admiration, il n'y a vraiment pas de quoi s'en offenser dans ce contexte. Sauf que le droit d'auteur, le droit de la propriété intellectuelle ne le voit pas exactement de cet œil. Droit d'auteur dont nous avons tous une petite idée. Eh bien justement, puisque nos écrits sont sur le point de devenir publics, je pense qu'il est essentiel et judicieux de transformer nos intuitions en la matière en des notions concrètes afin de ne pas faire de faux pas. Un bref rappel sur le droit d'auteur. Selon le Code français de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur reconnaît à l'auteur et à lui seul le droit de décider de l'usage qui peut être fait de sa création. Le droit d'auteur protège donc tout à la fois l'auteur et sa création. Il est important de noter que le droit d'auteur entre en vigueur dès le moment de la création de l'œuvre et qu'il n'est pas nécessaire de la faire enregistrer ou répertorier. En France, on considère que les droits d'auteur se subdivisent en deux concepts proches. D'une part, les droits moraux, qui en quelque sorte garantissent la paternité de l'auteur de façon inaliénable et qui en particulier empêchent qu'une œuvre puisse être reproduite ou même citée sans que le nom de l'auteur y soit associé. Et d'autre part, les droits patrimoniaux, qui reconnaissent à l'auteur le droit d'interdire ou de permettre l'utilisation de son œuvre et également les conditions dans lesquelles cette utilisation pourra se faire. Alors, ces conditions peuvent entre autres spécifier la rémunération de l'auteur en échange du privilège d'utiliser la création. Et par utilisation, on comprend traduction, adaptation, représentation d'une œuvre à des fins commerciales. Les droits patrimoniaux ont eux une durée limitée. En France, ils continuent pendant 70 ans après la disparition de l'auteur. Et cela varie selon les pays. Il faut noter que la notion de copyright est une notion anglo-saxonne et qu'elle n'a pas de valeur en France. Cependant, elle est assez proche de la notion de droit patrimonial, mais elle n'inclut pas la notion de droit moral. Elle sous-entend cependant l'idée de droit à une exploitation commerciale de l'œuvre. Alors à quoi s'appliquent les droits d'auteur? On se doit de distinguer d'une part la propriété intellectuelle industrielle, comprenant brevets, marques, logos, noms de domaine, et d'autre part la propriété intellectuelle littéraire et artistique, qui couvre donc les œuvres littéraires mais au sens large, livres, pièces de théâtre, mais également journaux et brochures, et d'autre part les œuvres d'art, peinture, sculpture, architecture. Et également les œuvres issues des technologies modernes, telles que logiciels, infographie, sites web. À noter que la matérialisation, la représentation d'une œuvre musicale, audiovisuelle ou de danse entre également dans cette catégorie. Prenons un exemple. Un architecte a le droit d'émettre des restrictions sur les modifications qui peuvent être apportées à un bâtiment dont il est l'auteur. Il peut s'agir d'ajout de balcon, de la construction d'une extension. Il peut également demander des droits d'auteur sur les photos que l'on pourrait prendre de son bâtiment. Photos qui pourraient bien se retrouver sur votre blog. On le voit par cet exemple, l'acception de la notion de droit d'auteur est donc large.
Oui, il y a cependant des exceptions, mais elles sont trop nombreuses pour qu'on puisse toutes les citer ici. Elles concernent en particulier la représentation privée, c'est-à-dire strictement dans le cercle familial, à l'exclusion de tout autre groupe ou association. La reproduction strictement réservée à l'usage privé du copiste est également tolérée, à condition qu'il ne l'utilise pas dans un cadre associatif ou professionnel. Les citations courtes sont également tolérées dans un contexte précis qui le justifie, à condition que soit indiqué bien sûr clairement le nom de l'auteur et la source. Les modifications d'une œuvre sont également tolérées afin d'en faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap. Pour ce qui est des logiciels, seule une copie de sauvegarde est autorisée. Une dernière exception dont je voudrais parler ici, c'est l'exception pédagogique qui préconise l'usage par l'enseignant d'œuvres protégées, mais à des conditions particulières. Il doit s'agir d'un usage exclusivement pédagogique et non pas ludique ou récréatif. Le public doit être composé d'étudiants ou d'enseignants et l'auteur sera indemnisé de façon forfaitaire parce que l'établissement est sous tutelle d'un ministère ayant conclu un accord avec le CFC, Centre français d'exploitation du droit de copie. Donc, en résumé, est-il possible d'utiliser une ressource générée par un tiers dans un document que nous souhaitons partager ou publier? Eh bien, la réponse est simple, non. À moins bien sûr de demander la permission à l'auteur, ce qui peut prendre du temps, ou bien de ne faire qu'une citation courte, comme mentionné auparavant. De plus, tout ce qui est amené à être publié sur Internet dépasse forcément le cadre privé ou même le cadre de l'institution. D'ailleurs, l'exception pédagogique ne s'applique pas au MOOC, Massive Online Open Course, puisque la notion de massive dépasse forcément le cadre de l'institution. Bien sûr qu'il y a des solutions, mais malheureusement, il faut bien reconnaître que la législation est très limitative et ne reflète pas les usages liés aux nouvelles technologies. Alors pour commencer, il y a des pratiques simples à adopter, comme par exemple insérer le lien, l'URL, plutôt que l'œuvre elle-même dans un document. On peut utiliser des œuvres tombées dans le domaine public, à condition toutefois de respecter les droits moraux et de nommer l'auteur. On peut visiter les nombreux sites qui maintenant offrent des photos, des films, des musiques libres de droit. Et enfin, pour terminer, il convient de parler des licences Creative Commons. Ces licences ont été créées parce que précisément la législation, à l'heure du numérique, est trop rigide. Et en voulant protéger l'œuvre, elle limite en fait la diffusion de la culture. Alors ces licences protègent à la fois les droits de l'auteur, mais elles permettent également la circulation des créations artistiques ou autres. Et un nombre croissant d'auteurs, maintenant, se protègent avec des licences de ce type. On peut les reconnaître à leur pictogramme. Il y a l'attribution, ou bien by en anglais, qui stipule que l'œuvre peut circuler librement, à la condition unique que le nom de l'auteur soit associé à l'œuvre, bien sûr. Il y a la licence, pas de modification des droits d'exploitation, ou SA, Share Alike, qui stipule que même si l'œuvre est modifiée par un tiers, elle doit continuer de circuler sous les mêmes conditions avec la même licence. C'est le principe de ce qu'on appelle le copyleft des logiciels libres. Il y a la licence pas d'utilisation commerciale, ou bien NC, non-commercial, où l'auteur se réserve le droit d'autoriser ou non l'utilisation de son œuvre à des fins commerciales. Et enfin, pas de modification de l'œuvre, ou ND, pour No Derivatives, qui stipule que si un utilisateur modifie l'œuvre de départ, elle ne peut donc plus circuler librement. Il faut noter que ces 4 licences peuvent bien sûr être associées pour cadrer encore davantage les conditions d'utilisation d'une œuvre. Il est donc clair que dans ce domaine, il convient d'agir avec prudence. Pour faire simple, copier revient à s'approprier le bien d'autrui. Comme on le disait il y a quelques années dans les campagnes de sensibilisation contre le téléchargement illégal, vous ne voleriez pas une télé. Alors le problème, c'est que le copier-coller sur Internet est tellement facile que la tentation est grande. En fait, la facilité banalise la fraude. Il faut se souvenir qu'utiliser du contenu protégé sans l'autorisation de l'auteur
expose le fraudeur à des poursuites judiciaires et le cas échéant à la fermeture de son compte si le délit a eu lieu sur les réseaux sociaux. Nous avons vu cependant que la législation essaie de répondre au paysage changeant du numérique, mais malheureusement pas assez vite pour s'adapter aux usages des internautes. Ceci n'a été qu'un rapide survol de la législation. Et pour en savoir un peu plus, je vous invite à découvrir les activités supplémentaires qui vous sont proposées.